On débute ce Lex Inside par l'affaire du Némagon, ce scandale sanitaire. Au centre de ce scandale, le Némagon, un pesticide qui a contaminé des millions de travailleurs, des milliers de travailleurs au Nicaragua, qui travaillaient dans des plantations de bananes. Ces travailleurs ont obtenu des décisions de justice au Nicaragua. Ils ont réussi à faire condamner 3 multinationales de la chimie qui commercialisaient ce Némagon. Mais aujourd'hui, cette décision n'a toujours pas été exécutée. Pourtant, elles ont été condamnées à 805 millions de dollars. Et également, ces 1245 victimes qui réclament d'être indemnisées devant les tribunaux français. On en parle tout de suite avec mon invité, Raphaël Kaminski, qui représente les victimes du Némagon en France. Raphaël Kaminski, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va revenir sur ce scandale sanitaire qui dure depuis des décennies. Pouvez-vous revenir sur ce contexte pour bien présenter l'affaire ? Oui, bien sûr. Alors, vous avez parlé du Némagon. En fait, c'est le DBCP, le nom générique, le dibrochloropropane, qui est un produit chimique qui a été utilisé depuis les années 50 dans les plantations de bananes un peu partout dans le monde. Sauf que depuis les années 60, à peu près 70, il a été interdit partout dans le monde, dans tous les pays développés, notamment aux États-Unis, suite à des rapports dramatiques qui avaient été révélés par les autorités et par les entreprises multinationales qui le produisaient et le commercialisaient, démontrant que ce produit provoquait des cancers, provoquait des difficultés respiratoires, des problèmes de foie et surtout des problèmes d'infertilité. Donc de nombreuses pathologies. Nombreuses pathologies. Il a été interdit aux États-Unis dans un premier temps. Il y a eu des rapports du Sénat, de l'OMS, mais ces multinationales ont continué à le produire et à le commercialiser en Asie et principalement en Amérique centrale et notamment au Nicaragua, où nos 1245 clients ont été exposés et contaminés par ce produit. Donc les victimes ont commencé à s'organiser à peu près dans les années 90. Comment ça s'est construit un peu, cette défense des victimes? Comment elles se sont organisées? Exactement, c'est à partir de cette période-là que les personnes ont commencé à se rassembler sous forme d'associations. Il y a eu des personnes qui se sont chargées de les assister, puisqu'on parle de personnes qui sont souvent très pauvres, parfois analphabètes, illettrés, et donc incapables de se défendre ou de se représenter en justice. Donc il y a des associations qui ont été montées, et il y a surtout cette loi qui a été adoptée au Nicaragua, la loi 364, qui a été adoptée en 2001, et qui offrait un forum pour ces agriculteurs nicaraguayens pour se défendre. Et je me permets de préciser un point important, c'est que cette loi a été adoptée en 2001 à la suite de décisions américaines qui reconnaissaient l'incompétence des décisions des juridictions américaines sur le fondement du forum non-convenience, qui est un concept de droit qui dit qu'il vaut mieux aller voir ailleurs, dans un endroit qui serait plus adapté, en l'occurrence au Nicaragua. D'accord. Alors ensuite, les victimes n'obtenant pas réparation, elles ont eu quand même des jugements au Nicaragua. Donc je l'ai dit en introduction, 805 millions de dollars, hein, c'est conséquent, ouais. Mais ces sommes ne sont jamais arrivées aux victimes. Donc pourquoi ces victimes ont choisi de faire une procédure d'exéquatur en France pour faire exécuter ces jugements? C'est vrai que cette situation pourrait paraître un peu incongrue, mais il y a eu pas seulement une décision, mais il y a eu 6 décisions rendues par les différentes juridictions entre 2006 et 2013 au Nicaragua, de la première instance, appel, puis Cour suprême du Nicaragua. Et effectivement, face au refus d'exécution des juridictions américaines et des multinationales américaines, les plaignants ont décidé de se tourner vers la France. Pourquoi la France ? Parce que le droit nicaraguayen est très proche du droit français, c'est un droit civil de la même famille, et surtout parce que la France est une porte d'entrée vers l'Europe, où ces multinationales disposent d'un certain nombre de biens qui ont d'ailleurs été saisis pour certains. Il y a eu une saisie qui a été faite assez retentissante en 2019 contre une usine d'une de ces sociétés en Allemagne, et l'obtention de l'exéquatur en France permettra l'exécution de ces décisions partout en Europe. Donc c'est une porte d'entrée vers l'Europe pour permettre l'exécution de ces décisions. Alors, l'introduction de la procédure d'exéquatur a eu lieu en 2022. Le TGI de Paris a rejeté cette demande. Pourquoi il a rejeté cette demande ? Alors, introduction en 2018, décision en 2022. Effectivement, c'était une longue procédure et le tribunal judiciaire de Paris a refusé l'exéquatur, considérant, ça peut paraître là aussi un peu incongru, que les juridictions nicaraguayennes n'étaient pas compétentes. Donc, c'est assez étonnant comme décision, et c'est ce qu'on a
beaucoup critiqué devant la Cour d'appel, mais on y viendra. C'est quoi le fondement Alors, le fondement, c'était de dire qu'en fait, l'article 7 de la loi 364 nicaraguayenne prévoyait un système d'opt-out. Donc, en réalité, les sociétés défenderesses multinationales américaines avaient la possibilité de refuser d'aller devant les juridictions nicaraguayennes dès lors qu'elles se soumettaient inconditionnellement aux juridictions américaines. Pour nous, c'est une erreur de droit, puisque le tribunal judiciaire n'avait pas à rentrer dans les détails de cette loi nicaraguayenne. C'est pas une révision qui doit être faite dans le cadre d'une exéquatur, mais simplement un contrôle de la compétence indirecte qui consiste en 2 critères très simples. Est-ce qu'il y a une compétence exclusive des juridictions françaises ? Il n'y en avait clairement pas là. Et est-ce qu'il y a un lien caractérisé avec les juridictions qui ont rendu la décision ? Et on ne peut pas dire le contraire, il y en avait clairement un en l'espèce. Donc les victimes ont décidé de faire appel. Qu'est-ce que vous avez soulevé comme moyen en appel pour essayer justement d'avoir gain de cause pour les victimes ? Alors, je viens de vous les exposer sur la question de la compétence. On a rappelé qu'en réalité, il y a 3 conditions très simples à l'exéquatur et que malgré tous les efforts qu'on fait et que feront et qu'on continue à faire les défenderesses, c'était finalement un dossier relativement simple et qu'on demandait simplement à la Cour d'appel d'appliquer les critères de l'arrêt Simic, de l'arrêt cornélicienne, qui sont les décisions majeures en termes d'exéquatur devant les juridictions françaises. Donc le délibéré sera en février prochain. Qu'est-ce que vous attendez de la décision de la Cour d'appel ? Eh bien, on attend une affirmation de la décision du tribunal judiciaire et on attend enfin la reconnaissance de ces décisions nicaraguayennes après plus de 20 ans d'attente à la suite de ces décisions qui condamnent, vous l'avez rappelé, à 805 millions de dollars. Avec intérêt, aujourd'hui, on est à plus de 2 milliards. Donc, on parle de sommes considérables et on parle de milliers de personnes dont la vie est en jeu, puisque ces personnes meurent les unes après les autres avec le temps qui passe. En raison de l'exposition à ces médicaments et en raison du temps qui passe et de ce temps qui a été gagné au gré de ces procédures et de ces arguments de procédures soulevés par les défenderesses. Si jamais vous n'obtenez pas de gain de cause ou si on va dire que vous avez un résultat partiel, simplement une certaine somme qui ne satisfait pas les victimes, est-ce que vous imaginez de faire un pourvoi en cassation ? Alors je pense que si on a gain de cause, on ne fera pas de pourvoi parce que je crois qu'on a vraiment des clients qui attendent le résultat de cette décision favorable aussi comme une question de principe au-delà du montant. En revanche, si on perd, oui, bien sûr, on ira en cassation. Malheureusement, je crains que même si on gagne, il y aura un pourvoi en cassation des parties adverses et donc que le combat va encore continuer quelques années. Quelques années, ça veut dire qu'on peut se projeter à 5-10 ans ? C'est quoi la durée sur ce type de procès ? Un pourvoi en cassation aujourd'hui, on peut espérer qu'entre un an et demi, on aura une décision de la Cour de cassation. Maintenant, s'il y avait une cassation et un renvoi, on pourrait repartir sur 2 ans de procédure devant la Cour d'appel. Donc c'est potentiellement entre, on va dire, 1 et 4 ans de procédure encore à venir. Pour finir, vous êtes confiant ? Je suis très confiant. Je suis très heureux du travail qui a été fait par mes équipes sur ce dossier. Des équipes de TENIPIC qui ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour pouvoir défendre ces dossiers. C'est des dossiers hors normes qui nécessitent un travail considérable pour des clients qui parlent espagnol, qui produisent des pièces en espagnol, et face à des adversaires redoutables et très bien préparés et très bien représentés. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci de nous avoir présenté l'affaire du Némagon. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez TENIPIC et que vous représentez donc les victimes du Némagon. Merci Raphaël. Merci Arnaud. Tout de suite, on change de décor. On va parler de TikTok Shop et des enjeux juridiques soulevés par cette plateforme.